Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ma nouvelle série Les 5 astuces pour transformer les élèves durant une leçon d'EPS, j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir un professeur d'EPS expérimenté, passionné de rugby. Il a déjà écrit ou coécrit plusieurs ouvrages sur cette activité, par exemple Les fondamentaux du rugby, le rugby de l'école aux associations ou plus récemment son nouvel ouvrage, donc Rugby au cœur, les Brack Boys. Il s'agit de Serge Collinet. Alors, Serge, un grand merci à toi pour avoir accepté cette interview et pour nous partager aujourd'hui tes 5 astuces. Eh bien, bonjour à tous, c'est toujours agréable de partager nos expériences et de rentrer en contact via le numérique avec les collègues d'un peu partout. Voilà. Je suis très content d'être avec vous. Super. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter brièvement et nous résumer ton parcours professionnel? Eh bien, comme c'est quand même un moment particulier pour les collègues, j'ai passé le CAPES en 88. Voilà. À Vichy, j'ai subi cette épreuve tendue de Vichy en 88. J'ai passé ensuite la grecque en 89. Et puis après, j'ai été muté dans un petit collège. J'ai d'abord fait mon service militaire au lycée militaire de Saint-Cyr. Et puis après, j'ai été muté dans un petit collège très difficile, on va dire, du 13e arrondissement, coincé entre deux cités un peu tendues qui se disputaient à l'époque, encore un peu, enfin bon, disons qu'elles se disputaient le commerce des stupéfiants du 13e arrondissement, voilà. Et à côté de ça, le parc Montsouris dans le 14e, où vivaient par exemple les enfants de Coluche, que moi j'ai eu comme élève. Donc vous voyez, un mélange assez hétéroclite, hein, avec des gamins dans très très grandes difficultés, tentés par beaucoup de déviance, parce qu'il était plus facile de chauffer pour 50 francs par jour que de venir à l'école. Et puis des gamins très très privilégiés du 14e arrondissement, où il n'y a rien à moins de 20 000 € le mètre carré. Donc vous voyez un peu ce grand écart. À Très l'époque, hétérogène. voilà, à l'époque, tout le monde vivait très très bien, très bien dans ce collège. Voilà, ça se côtoyait assez bien. Voilà. Et tu as joué aussi à haut niveau au rugby? Eh bien, écoutez, il se trouve que j'ai été muté par hasard, on va dire, à 150 mètres du stade Charletti, parce que je venais de Soissons, moi, dans Picardie, et que voilà, je me suis retrouvé en ayant signé au PUC. Et il se trouve que les hasards administratifs ont fait que je me suis retrouvé à 200 mètres du stade. Ça, c'est juste une autre époque, hein. C'était l'époque où les postes, etc., étaient plus flexibles, et les mutations étaient un peu plus flexibles qu'aujourd'hui. Voilà. Donc je sortais du stade et je sortais du collège et je pouvais aller m'entraîner à Charletti avant de rentrer chez moi. J'habitais à l'époque à Paris dans le 18e arrondissement, près de la butte Montmartre. Voilà. Et tu as joué à quel niveau au rugby alors? Alors, j'ai joué au gré du PU qui a oscillé entre le top niveau, hein, le groupe A. D'ailleurs, dans cette équipe, il y avait beaucoup d'internationaux. Et en groupe A, première division groupe A et première division groupe B. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait 40 équipes en première division, hein. C'était pas aussi serré qu'en top 14. Et un petit prof de PS motivé, sérieux, pouvait s'imposer en ayant deux métiers en première division. Aujourd'hui, c'est très très difficile, c'est devenu impossible, d'autant plus qu'à mon poste, ailier, et dans mon style finisseur, il y a maintenant les Fidjiens qui font, en plus de faire, à l'époque, je faisais un peu moins de 11,00 électrique, 10,6, et qui, en plus de faire 10,6 au 100 mètres, font 125 kilos, ce qui, vous pouvez le constater, n'est pas mon cas. C'est sûr. Et tu as découvert le rugby à l'école alors? Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai découvert le rugby. Je lui rends hommage d'ailleurs grâce à mon instituteur, M. Claus Ourcade, qui était muté de Bordeaux à Pontoise. Il faut dire que mon père était militaire et que donc tous les 2-3 ans, je changeais d'établissement scolaire. Et donc, je suis arrivé dans cette petite école élémentaire de Pontoise où il y avait ce passionné de rugby. Ben voilà, comme tous les gamins qui avaient 8, 9, 10 ans, là, il nous a emmenés au rugby. Et puis moi, j'y suis resté avec intermittence parce que, comme je vous le dis, parfois, j'arrivais dans des villes où il n'y avait pas de rugby. Je faisais du foot, de l'athlétisme, de la natation, de la boxe, autre chose, quoi, voilà. Et puis, je suis revenu au rugby après, en terminale. Enfin, en première, en vérité, parce que je jouais à très bon niveau au foot, hein. J'étais en cadets nationaux et pour passer en junior Gambardella, il fallait s'entraîner tous les jours. Or, c'était pas possible parce que je voulais avoir mon bac. J'étais en filière S et voilà, j'ai toujours fait des choix. Voilà, j'ai priorisé mes choix. En plus, le foot, plus le niveau montait, et je trouvais moins l'ambiance était agréable. Et j'ai trouvé une ambiance super fraternelle, conviviale et au rugby. J'ai retrouvé cette ambiance, d'autant plus que je marquais des essais alors que je jouais arrière latéral au foot et que c'était beaucoup plus difficile, on va dire, de briller, quoi, voilà.
J'aimais bien marquer des essais, c'était un truc un peu jouissif. Alors que le buteur au foot, il connaît ça. Moi, j'étais juste un peu un cisailleur dans mon couloir latéral droit. Et voilà. Voilà comment je suis revenu au rugby au lycée grâce aux copains. Bon, les copains, de toute façon, je vais vous dire, bien grâce aux copains, on reste grâce aux copains. Voilà. Ok. Alors maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance avec toi, est-ce que tu peux nous partager tes 5 astuces pour transformer les élèves avec toute ton expérience? Et en plus, comme tu nous disais, tu as rencontré des élèves avec un public vraiment très hétérogène dans les établissements parfois compliqués. Alors, quelles seraient Alors, les 5 tes astuces, 5 astuces? Alors les 5 astuces, hein, c'est plutôt des principes, hein, c'est même des piliers, hein, c'est du solide, hein, c'est des fois du béton armé parce que voilà, c'est On sent pas. le rugbyman qui parle avec des Ouais, piliers, c'est ça? voilà, exactement, Les c'est des cinq piliers. piliers? Il y en a passé un. Ah si, maintenant avec les remplaçants, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de tournées. Les 5 astuces, en fait, moi, c'est pas pour transformer les élèves dans la leçon de PS, mais c'est pour lutter un peu contre le décrochage et contre cette démotivation qu'on peut constater chez des gamins qu'on a dès 12, 13, 14, 15 ans, là, qui viennent plus, qui n'ont pas envie, dont les profs pensent qu'ils n'ont pas d'appétit quoi, pour le savoir scolaire et qui, en fait, finalement, sont un peu victimes d'un système. Moi, j'aime bien la citation de Pierre Arnaud qui dit l'échec scolaire, c'est l'échec du système éducatif qu'on essaie de transformer en échec de l'enfant, de maquiller en échec de l'enfant. C'est un peu ça. Donc, mon message, il tourne un peu autour de cette idée. La première astuce, je dirais, c'est d'abord de croire dans les jeunes. Croire en eux, parce que le système éducatif, depuis tout petit, certains, on leur envoie une image. Si tu n'es pas bon dans les matières classiques, si tu n'es pas typiquement scolaire, alors tu es un bon à rien. Et puis ça, tu finis par le croire parce qu'à force de te le dire avec gentillesse ou parfois un peu de dureté, hein, de toute façon, quand on te rend un 2 sur 20 ou un 0 en dictée, bah, tu te doutes bien que tu n'es pas très performant en orthographe et en grammaire. À force de te le dire, on finit par te faire croire que tu ne vaux rien. Donc, le premier truc, c'est de dire aux jeunes, tu as certainement des qualités. Peut-être qu'on ne les a pas décelées, peut-être que le système ne les a pas vus, peut-être que ce qu'on te propose, ce n'est pas ce qui va permettre de t'épanouir, mais il faut que tu crois en toi. À partir du moment où on croit en eux, on croit qu'il y a quelque chose toujours dans un individu, une petite étincelle qui peut allumer un feu. À partir du moment où on croit à ça, on réanime quelque chose. Vous voyez. Bon, Ouais. ça, c'est mon premier, mon Ça, premier. ça rejoint ce que tu dis, ce que j'ai interviewé Jean-Luc Ubaldi récemment. Et il allait aussi vers ça, lui qui a travaillé dans une zone difficile pendant 25 ans à Villeurbanne. Et il conseillait aussi de valoriser systématiquement les élèves, les mettre en valeur durant la leçon de PS. Et il allait même jusqu'à l'objectif un mot gentil par élève et par séance. Il essayait vraiment, lui, Voilà. de se fixer cet objectif-là. Ouais. C'est ça, tu vois, cette méthode. Alors après, on ne va pas digresser trop, mais moi, je trouve qu'il faut être exigeant et bienveillant. Et je trouve que le Mm. système éducatif est exigeant, il est dur, mais il n'est pas toujours très bienveillant avec les jeunes. Voilà. Bon, c'est lié à beaucoup de choses. On ne va pas faire de la sociologie de l'éducation, c'est pas le lieu, mais voilà. Et c'est croire en l'individu, croire en l'homme, savoir qu'il y a une petite étincelle dans chacun d'eux et la trouver cette étincelle. Voilà, pour que le gamin puisse croire en lui. Alors le deuxième point qui s'enchaîne un peu directement de ça, c'est qu'il faut sortir vraiment et pas que dans les discours, il faut sortir vraiment du modèle de la réussite classique, traditionnelle, académique. C'est pas parce qu'on n'est pas bon en français ou qu'on n'est pas bon en maths qu'on ne vaut rien. Et je pense que un des problèmes, et bon, je ne l'ai pas inventé, c'est sûr, c'est que ce modèle un peu monolithique de la réussite scolaire par les apprentissages classiques, fondamentaux, je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir lire, écrire, compter, ça c'est sûr, sinon c'était quand même en grande difficulté. Mais il y a des enfants qui ont des grandes difficultés là, et il faut leur proposer autre chose comme voie de réussite à l'école. Parce que cette voie de réussite unique, ça devient une impasse pour beaucoup, beaucoup d'enfants. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce deuxième point sur lequel je voudrais réussir. Le modèle de la réussite à la française est très décevant parce qu'on peut être un très bon maçon, on peut être un très bon plombier. Et quand moi, je dis à des élèves, tu sais, moi j'ai l'agrégation, mais si tu es plombier, tu gagneras plus que moi parce que tu auras une expertise, tu seras très demandé, on en manque, et puis un bon professionnel, un bon artisan, ça vaut de l'or. Voilà, comme toute personne qui fait très bien son métier d'ailleurs. Je ne fais pas de hiérarchie, moi, entre un polytechnicien, un infirmier, un prof de PS, quelqu'un qui fait très bien son métier avec passion et qui est utile aux autres, voilà, il est utile. Et savoir que, voilà. Donc je vais un peu vite, mais il faut dire que Valoriser la voie professionnelle. valoriser la voie professionnelle et puis arrêter de dire aux enfants, comme je l'ai entendu 1000 fois, ah bah toi, t'es pas bon, il faut que tu réussisses, il va falloir que tu réfléchisses à une orientation professionnelle. Réfléchir à une orientation professionnelle n'est pas un échec. Être un bon professionnel n'est pas un échec. Sortir
du système en troisième pour rentrer dans une formation professionnelle, un apprentissage, découvrir un métier n'est pas un échec. C'est une voie de réussite qui peut être excellente, on peut être très très bien dans sa peau. Or, on forme aujourd'hui, j'ai l'impression, 85% de gens qui passent par le même moule et qui finalement, auxquels on n'a pas donné l'occasion de tester autre chose que cette voie qui est la même pour tous, la fac, la sup, la spé, médecine et autres. Voilà, tout le monde n'a pas envie de ça. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Je te racontais l'anecdote de cet élève que j'avais, un rugbyman. J'allais justement t'en parler. Si tu pouvais Le jeune nous raconter cette anecdote. Il me disait, tu vois, Serge, c'est dommage, moi, j'aurais tellement aimé être prof de PS, mais bon, je n'ai pas le niveau scolaire. Alors, par contre, il y a un truc qui m'intéresse énormément, c'est la plomberie, la chauffagerie, etc. Et donc, il a suivi la voie professionnelle. Ses parents l'ont aidé, l'ont accompagné. Et aujourd'hui, il a une très belle entreprise. Et je le vois passer parfois dans le 13e arrondissement avec sa camionnette qui s'appelle EPS, expertise, plombier, service. Ça lui restait un petit peu, mais c'est un gamin qui est épanoui, que moi, d'ailleurs, j'ai fait travailler. Et qui, voilà. Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de ce modèle unique. Alors, ça fait donc déjà 2 points. 1, croire aux enfants. 2, sortir du modèle unique de la réussite et pas d'avoir d'arrière-pensée. Quand on dit à un gamin qui va faire un BEP électrotechnique ou un bac pro en pâtisserie, bah c'est super, mon pote, parce que tu as trouvé ta voie, ça te plaît. Il faut qu'il l'ait choisi, évidemment. Voilà. C'est important, ça. Je pense que aimer vraiment ce qu'on va faire. Moi, c'est ce que je dis aussi aux élèves. Là, j'ai été plusieurs années professeur principal en 3e. Et il y a des gamins qui sont là, qui ne savent pas trop quoi faire. Et à un moment donné, c'est vraiment avoir une vraie réflexion sur ce que tu aimes. Alors forcément, c'est pas toujours évident en 3e. Mais l'idée, c'est quel métier tu vas faire pendant 40 ans, même si maintenant on peut changer de métier dans notre carrière, mais avoir une réflexion là-dessus, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu vas faire pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ou même au-delà. Et surtout, ne pas oublier que le rêve des parents peut devenir le cauchemar des enfants, parce que tu n'es pas fait pour faire le métier de ton père, parce que tu n'es pas fait pour réaliser les rêves de tes parents, et tu n'es pas fait pour vivre par procuration ce que tes parents n'ont pas réussi. Et ça, il faut le dire aux enfants et il faut le dire aux parents aussi. Votre fils n'est pas là pour vivre la vie que vous n'avez pas réussi à faire. Il aime la chaudronnerie, il aime l'éducation physique. Moi, une fois, un parent me choque, me dit mais moi c'est hors de question, mon fils ça y est, il est dingue de PS, il veut être prof de PS, mais nous on a une tradition intellectuelle. Je lui dis, je vous rassure, je sais lire et écrire, on a une tradition intellectuelle dans la famille, hors de question que je lui dis, vous savez, votre fils il fera ce que vous voulez, moi je ne l'ai pas influencé, je n'influence pas les jeunes, je veux dire, c'est pas moi qui, mais si votre fils, son rêve, son envie c'est de faire ce métier, pourquoi vous l'empêcheriez? Qu'est-ce qu'il va aller faire? Voilà. Donc le rêve des parents peut devenir le cauchemar des enfants, il faut faire très attention à cette dérive. Oui, c'est clair. Allez, on peut passer à la 3e astuce. Alors, le 3e point, eh bien, c'est de lier les valeurs qu'on veut transmettre aux jeunes. On parle beaucoup de citoyenneté, d'éducation républicaine, mais moi, je trouve que c'est fait de manière un peu froide. C'est-à-dire que on peut très bien réciter le catalogue des bonnes actions et des choses à faire quand on est un citoyen autonome, lucide, etc. Vous connaissez les textes officiels comme moi. On peut décliner les valeurs qu'on doit acquérir, solidarité, responsabilité, respect, tolérance. Mais si ça reste théorique, si ça reste froid, on peut très bien avoir 20 sur 20 au contrôle en instruction civique sur qu'est-ce qu'un bon citoyen. Et en vérité, dans la vie, ne pas être un mec bien, voilà, tout simplement, ou une fille bien, tout simplement. C'est pour ça que si on veut marquer les jeunes et si on veut que ça soit une véritable formation, il faut réchauffer tout ça. Et pour moi, ces valeurs, elles doivent être transmises à travers des expériences qui mobilisent des émotions. Alors, moi, j'ai su le faire en rugby. Je suis très content parce que le rugby s'y prête très, très bien avec des filles, des garçons, des gens de tous les milieux. J'ai su le faire en rugby. On peut très bien le faire, voilà, avec un groupe d'art, on peut très bien le faire avec un jazz band, on peut très bien le faire avec une bande de hip-hop, on peut très bien le faire avec... Voilà, il faut juste être compétent dans la chose et puis être passionné par les valeurs. Mais être en équipe, jouer un morceau de musique à la fin de l'année devant tout le monde ou à la fin du trimestre devant tout le monde et accepter que le voisin à côté fasse un coin sans le regarder et en jetant l'anathème sur lui parce qu'on est une équipe, on est solidaire et on reste dans la difficulté. Tout comme quand on rugby, on prend la marée, là, des fois. Quand ça va, c'est facile d'être solidaire, respectueux, d'aimer les autres. Mais c'est quand c'est dur et quand on perd et quand on est en train d'être submergé au rugby, quand on est submergé, on prend. Là, tu prends dans ton âme, dans ton cœur, et puis tu prends dans ton corps parce que les mecs, ils te font mal. Et bien là, c'est là qu'il faut rester solide, qu'il faut rattraper le copain par le bras et dire putain, vas-y, on y va, on va regagner ce match. Ou c'est pas grave, on va pas le gagner, mais au moins on baisse pas les yeux, on reste jusqu'au bout, fidèle à ce qu'on s'est dit.
on donne tout ce qu'on a. Donc moi, je pense que ce qui manque dans notre système éducatif, c'est un peu tous ces moments où les valeurs citoyennes dont on nous rabat les oreilles vont pouvoir être vécues à travers des choses fortes et des expériences qui, émotionnellement, vont marquer les jeunes. Voilà. C'était le troisième point. Okay. Et donc, ça mène quoi? Ça mène au quatrième point. Le quatrième point, c'est qu'il faut ouvrir le système éducatif, les collèges, les lycées, les écoles, à des expériences totalement différentes. Il faut décloisonner, il faut ouvrir, il faut sortir. Il faut laisser rentrer des gens qui ont des expériences. Il faut travailler avec un chorégraphe, il faut travailler avec un metteur en scène, il faut travailler avec un coach, il faut travailler avec plein de gens pour que nos jeunes, en fonction de leur diversité, de leur héritage culturel, de leur parcours, eh bien, ils puissent trouver un endroit où ils puissent vivre quelque chose de fort. Je te l'ai déjà, j'ai déjà évoqué cette phrase. Moi, je suis un fan de Pierre Arnaud. J'adorais l'histoire quand j'étais étudiant. Pierre Arnaud évoque la capacité de l'école à neutraliser, aseptiser et rendre médiocre tout ce qu'elle touche. Ben, c'est ça un peu. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu fort, qui mériterait du cœur, de l'émotion, c'est passé au frigo et ça sort, tu vois, c'est reglacé, quoi. Ça a été standardisé, aseptisé, neutralisé et rendu médiocre. Parce que voilà, médiocre au sens où de la moyenne, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un truc pour des gens moyens. Mais ce qui nous intéresse, c'est toute la diversité des gens, ceux qui sont là, ceux qui sont là au niveau de l'intelligence émotionnelle et qu'on veut amener là. Ceux qui sont là au niveau de l'intelligence conceptuelle et qu'on veut amener là ou là, tu vois. Donc, il faut vraiment que l'école s'ouvre et qu'on puisse vivre des trucs très, très chauds. Quand je dis chaud, ouais, c'est des trucs émotionnels, des trucs difficiles, des trucs exigeants, des trucs où on se stresse, où on est face à un public, face au regard de l'autre, qu'on travaille avec des gens que peut-être on n'aime pas au départ, qui ne sont pas comme nous, black, blanc, beurre, de toutes origines. Et c'est ça, tu vois, qui m'intéresse vraiment. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment travailler sur la transmission des valeurs. Donc, il faut que le système y s'ouvre. Voilà. Donc ça, c'est le quatrième point. Vivre de vraies expériences. Alors, ça peut être dans le cadre de l'AS, hein, de l'établissement, mais, voilà, mais si les élèves sont pas très sportifs, ça peut être, comme tu le disais, hein, dans une chorale, au théâtre ou autre, mais essayer vraiment de vivre des moments forts et des expériences variées. Eh oui, parce que tu sais, c'est quand tout va bien, après, quand tout va bien, c'est facile. Hein. Moi, je veux dire, tu sais très bien, c'est facile d'être solidaire, d'aimer l'autre, d'être tolérant quand tout va bien. Mais quand tu vis, quand tu construis quelque chose, hein, que ce soit une chorale, un groupe de musique, une équipe de rugby, une chorégraphie de hip-hop, ou même s'il s'agit de repeindre, de faire une magnifique fresque au fond, sur le mur du collège au fond, là, tu vas être en difficulté, là, tu vas te risquer, tu vas te montrer, tu vas faire des erreurs. C'est dans la difficulté qu'on voit si le groupe est solide, hein, de toute façon, ça c'est clair. Et puis il y a des crises, parce que justement, quand c'est difficile, il y a des crises, et c'est des crises qu'on peut faire sortir des choses positives. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux passer à ton dernier pilier? Ah, le dernier pilier, alors c'est le plus important. Hein. Le dernier pilier, le meilleur pour la fin. Et oui, c'est le plus important, n'ayons pas peur de le dire, c'est l'amour. Parce que je le dis aux étudiants, j'ai la chance de travailler depuis longtemps avec les étudiants en STAPS à Paris ou à Marne-la-Vallée et puis maintenant à Nanterre. C'est l'amour, c'est cette énergie fondamentale qu'on doit avoir des jeunes. Si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas les autres, si on n'aime pas les enfants et si on n'aime pas les élèves, je dis il ne faut pas passer le CAPES. Parce que vous allez, pendant 42 ans, être en souffrance. Et vous allez probablement pas apporter grand-chose aux autres. Il faut aimer les jeunes, il faut aimer le métier, il faut aimer voilà. Et l'amour, c'est l'énergie fondamentale qui fait que on peut transformer les gens et on peut leur apporter quelque chose. Si c'est pour aller pointer pendant 42 annuités et demie, en respectant les programmes, en étant bien dans les clous, voilà, mais sans apporter à un moment donné ce dont les gens ont besoin, du regard, de la chaleur, du cœur, de l'amour, c'est un métier qui n'est pas du tout intéressant. Enfin, moi, je ne le trouve pas du tout intéressant. Et en plus, je trouve qu'il ne porte pas. Il ne porte pas. Moi, je me souviens des petits sixièmes, la première chose qu'ils vous disent quand vous êtes prof principal, enfin souvent on mettait des femmes dans mon collège, parce qu'il faut que ce soit un peu des mamans, tu vois. Et donc, les petits sixièmes disaient « Oh monsieur, madame, bon je vais dire Dupont, elle n'existe pas, hein. Madame Dupont, elle n'aime pas les enfants. » Ça, c'est quand tu n'aimes pas les enfants, ils le sentent eux tout de suite. Et c'était vrai, Madame Dupont n'aimait pas les enfants, comme d'autres d'ailleurs. Hein. Et en fait, ils font subir aux jeunes une transmission froide, ils subissent eux-mêmes un métier qui n'est pas passionnant. Hein. Si tu es là que pour dispenser du savoir, bon, honnêtement, c'est pas très excitant. Donc voilà, moi je crois beaucoup à ça, c'est mon cinquième point, mon cinquième pilier, c'est certainement le plus fort, c'est l'amour.
Voilà. Ouais, c'est clair. C'est difficile de faire passer un message, hein, de toute façon, de le transmettre s'il n'y a pas une véritable connexion entre le prof et ses élèves. Ça, c'est clair. Hein. Alors, j'ai eu la chance, moi, d'entraîner des grosses équipes, enfin des équipes où il y avait du talent en rugby, hein, que ce soit en scolaire. L'équipe là qui est derrière était championne de France en 2009 à Figeac. J'ai eu la chance de gagner des titres en universitaire, en fédéral aussi, 2 titres, et puis en scolaire. Et je vous dis honnêtement, s'il n'y a pas l'amour, tu ne gagnes pas. Les entraîneurs, tip-top, qui connaissent tout, qui cadrent tout, qui savent tout, s'ils n'ont pas l'amour du groupe, et si le groupe ne les aime pas, tu renverses jamais personne. Tu gagnes des matchs, ouais. Mais les matchs les plus durs, les matchs où il faut du cœur, tu y passes à travers. Voilà. Donc c'est vraiment un truc fondamental, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, bah, merci beaucoup pour ce partage de tes 5 astuces avec toute ton expérience de prof de PS, aussi d'entraîneur de rugby. Donc, Avec plaisir. voilà. Alors, je le disais en introduction, hein, de cette vidéo, que tu as écrit ou coécrit plusieurs ouvrages sur le rugby. Alors, des ouvrages plutôt sur la technique, la tactique, la didactique du rugby. Mais là, récemment, tu es parti sur une autre sphère, on va dire. Hein. Tu as écrit un ouvrage, on en a parlé tout à l'heure. Tu vas peut-être pouvoir nous le montrer même à l'écran. Avec plaisir. Rugby au cœur. Les Voilà, Bragg Boys. Rugby au cœur, les Bragg Boys, où dans cet ouvrage, tu reprends, hein, en quelque sorte les valeurs, les 5 astuces dont tu nous as parlé. Alors déjà, bravo pour l'aboutissement de ce projet, parce que le livre fait quand même 380 pages, même si à l'origine, hein, tu me disais quand on a préparé cette interview qu'il faisait plus de 800 pages. Voilà. Donc là, Vie, en fait, tu vois. c'est clair. Donc déjà, félicitations, hein, pour avoir accouché de ce beau projet. Et moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire pour le moment. Alors, il vient de sortir, hein, il y a pas longtemps. Je vais essayer de me le procurer rapidement. Mais j'ai vu que les commentaires étaient très positifs déjà sur les réseaux sociaux, etc. Donc, vraiment, félicitations à toi par rapport à ça. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet ouvrage, même si ce n'est pas forcément évident de résumer 380 pages en quelques phrases? Eh ben, heureusement, ce n'est pas un bouquin policier, donc je ne trahirai rien et je ne dirai pas qui est le coupable. Et voilà. Écoute, c'est vraiment une histoire un peu autobiographique qui raconte la naissance d'une équipe de rugby dans un petit collège parisien, à l'initiative d'un prof qui sent qu'il y a un besoin d'éducation, il y a un besoin de transmission de valeurs à travers, dans cet établissement où il y a des difficultés à vivre ensemble. Voilà. Donc en fait, c'est un bouquin qui est complètement ancré, hein, sur les problématiques actuelles d'éducation républicaine, d'éducation à la citoyenneté, de vivre ensemble. Voilà. Et alors, comme ça peut paraître un truc docte, et voilà. Mais en vérité, c'est très vivant, il y a pas mal d'humour, d'émotion. Tu as vu, hein, dans les critiques qui sont faites sur Babelio, bon, c'est vivant. Voilà, j'ai fait un truc très sympa, vraiment. Un prof de PS, un peu quelqu'un qui est passionné par la transmission, c'est vraiment un bouquin pour lui, effectivement. Alors, un passionné de rugby, peut-être encore plus, parce qu'il y a en plus des astuces de management. Hein. Alors, pour l'anecdote, il y a un chef d'entreprise qui en a acheté 20 et qui m'a demandé de les dédicacer pour les cadres de son entreprise, parce qu'il trouvait qu'au niveau du management et du management de projet, c'était intéressant et c'était assez structuré. Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire tous les petits secrets. Il y a quelques personnages connus et célèbres et vrais, hein, le bouquin, comme Wesley Fofana, qui a commencé le rugby au collège. C'est ce que j'allais dire. Aussi un peu l'histoire. J'ai vu, c'est ce que j'allais dire, j'ai vu une courte vidéo de Wesley, hein, Fofana, qui est joueur du 15 de France, qui faisait des commentaires positifs justement sur ton ouvrage et qui te remerciait aussi et qui disait qu'il avait commencé le rugby grâce à toi. Tu l'as eu comme élève alors, à l'association sportive peut-être, ou en classe? C'est une belle histoire. Wesley Fofana, c'est une très belle histoire parce que c'est un gamin qui joue au foot, qui vit dans une cité très difficile du 13e arrondissement et dans lequel j'ai tout de suite décelé en le regardant dans la cour de l'école et en cours de pêche. Je me suis dit, c'est une bombe. Il savait tout faire, des mains magnifiques, hein, dextérité, très bon basketteur. Un pied énorme, une intelligence motrice, voilà, pas excellent en classe, hein, mais un gamin sérieux, appliqué. Et je lui dis, toi, tu sais, au foot, des mecs comme toi, il y en a des kilos. Par contre, au rugby, il y en a très, très peu. Si tu t'y mets, tu seras international. Non, si, tu seras international. La maman ne voulait pas qu'il joue au rugby, le papa était un éducateur de foot, donc j'ai quand même mis 6 mois à le ramener au rugby. À le convaincre. Et puis, il est venu parce qu'en fait, dans sa classe,
le collège. Hein. À un moment donné, il y avait quand même 120 rugbyman au bout d'un moment. Hein. Et dans sa classe, il y avait pas mal de rugbyman. Et puis finalement, il est venu au rugby. Et puis il a eu le parcours pas si évident que ça, hein, parce qu'il a failli arrêter quand il avait 18-19 ans, parce qu'en tant que jeune espoir du rugby français, il avait une cible dans le dos, et puis grosse pression fédérale, etc. Bon, enfin plein de trucs. Et il a eu une lassitude, a failli arrêter le rugby, heureusement pour la France, parce que quand même ça a été un très très beau joueur, hein, pratiquement 50 sélections, des essais exceptionnels, dont celui de Twickenham, hein, où il passe 7 Anglais en revue. Quand on passe les Anglais en revue, ça fait tellement du bien à la fibre des Français, ça ne nous arrive pas tout le temps. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Et puis en plus, je vais vous dire honnêtement, c'est resté un mec super. Vous savez, une fois j'étais en stage, ma fille m'appelle, me dit papa, c'est bizarre, il est arrivé des tonnes de cartons à la maison. Je dis ah bon, je rentre à la maison, putain, des mètres cubes de cartons. Expéditeur Wesley Fofana, j'ouvre les cartons, maillot de l'équipe de France, chaussettes de l'équipe de France, équipement, machin, et un petit mot. Serge, tu sais, j'ai pas le temps de passer au collège, mais dis aux gamins, c'était à Noël, dis aux gamins que je pense bien à eux. Le mec, il est stratosphérique, il est meilleur joueur, meilleur centre du monde, hein, je crois, à cette époque-là, et il pense au monde, il fait ses cartons, il les emmène, mais alors des cartons, il y en avait, hein. Il les emmène, et là, je vois son premier maillot, je crois 2012 Italie, quelque chose comme ça. Je l'appelle, je dis ouais, écoute, il y a ton premier maillot. Il me dit, tu sais, il se fera mieux sur les épaules d'un gamin qu'on a besoin que dans une vitrine chez moi. Voilà, je t'ai résumé le mec. Humainement, c'est un mec fabuleux. Ouais, voilà. Ouais. C'est une super. Ça fait plaisir d'avoir croisé des gens comme ça, puis de les avoir amenés dans ce sport qui est difficile, hein, mais qui forme des bons mecs à la fin et des filles bien aussi, hein, parce que les filles, j'ai eu des très belles équipes de filles aussi au collège. C'est une belle histoire en tout cas. Il a découvert le rugby à l'école et puis ensuite pour faire le parcours qu'on connaît, c'est vraiment super. Alors, au-delà de cet ouvrage dont on vient de parler, est-ce que tu as un outil pédagogique à partager avec les personnes qui nous regardent pour les aider dans leur quotidien durant leur cours de PS? Rugby, hein, on va rester dans le rugby, c'est horrible, je suis un peu mono-référencé. Bon, on faisait beaucoup de rugby dans mon collège. Je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi, je m'en doutais qu'on allait rester dans le rugby. Ouais, mais même, tu vois, je construisais les programmes, enfin les planifications d'APS par rapport au rugby. Donc, on faisait de la boxe, on faisait de l'athlétisme, on faisait tu vois, des trucs. On commençait par des gros cycles d'endurance, c'est la méthode traditionnelle, le gros cycle d'endurance. Moi, je suis un petit peu à l'ancienne là-dessus. De la boxe, de l'athlétisme, et tu vois, ça correspond, ça permettait d'améliorer mes joueurs. Donc, rugby, ce que je propose, quelque chose de très simple, hein, une fiche qui résume, alors très très succinctement, hein, parce qu'il faut cibler des priorités, c'est toi qui la transmettras ensuite. Hein. Oui, on la mettra en téléchargement sur l'article de blog qui va accompagner cette vidéo. Oui. D'accord, donc tu vois, un truc très simple, j'ai mis 7 heures de pratique parce que 7 heures effectivement de pratique, ça veut dire de vacances à vacances, quand tu as 2 heures, le temps qu'il se déplace, qu'on a sur le terrain, etc., on sait très bien, ça fait 7 heures de pratique, donc quelque chose de très ciblé, à la fois modeste et exigeant, tu vois. Et puis, ce qui pose souvent problème à nos collègues, hein, donc une grille d'évaluation qui peut être utilisée par le prof ou en co-évaluation avec quelque chose de très très simple, des items qui sont évidemment liés à la première partie, sinon je suis pas prof de PS et je suis incohérent. Voilà. Par exemple, dans le thème faire avancer la balle vers l'embut adverse, au contact, le joueur protège son ballon avec son corps. Ça a l'air bête, mais c'est un des fondamentaux à apprendre quand on est petit. Il faut, comme dans tous les sports co, mettre son corps entre le défenseur et le ballon. Voilà, c'est pareil. Et puis, à chaque fois, j'ai fait quelque chose de très très simple que le gamin peut remplir. Jamais, parfois, toujours. Voilà. Alors après, il tâtonne. Le prof, c'est quand même l'expert. Hein. C'est 5 ans d'études, on le rappellera aux gens qui nous payent en dessous de la moyenne de l'OCDE. C'est quand même 5 ans d'études. Et donc, c'est toi qui restes l'expert, mais c'est une grille qui est pas mal, qui est formatrice en même temps, et voilà, que moi que j'utilisais, parce que j'ai un peu changé maintenant, parce que je suis parti à la fac de Nanterre depuis l'année dernière, mais que j'utilisais pour l'évaluation de mes petits sixièmes. Voilà. D'accord, super. Bon, on va découvrir ça en détail alors sur le blog. Est-ce que pour finir, tu as un cadeau, je sais qu'il y en a même 2 avec ta grande générosité, à partager avec les collègues qui nous ont suivis jusqu'au bout de cette interview?
Alors le cadeau, ça pourrait être un élastique, comme à l'époque, on avait un élastique quand on démarrait notre carrière, ou un décamètre. Non, mais alors cette fois, c'est une petite vidéo, enfin c'est deux petites vidéos sympas, j'en dis pas plus, ils auront la surprise, où je me livre à cet exercice difficile pour un prof de PS, de lecture à haute voix. Voilà. Et donc il y a deux vidéos, et puis il y a une troisième, on va dire comme bonus. On ne dit pas ce que c'est, on ne le dit pas. Hein. Non, On le on le dit ou dit non? pas. On le dit pas, il y a une Allez, troisième. comme tu veux. C'est toi qui prends la décision. T'es Non, non, l'invité, je te laisse choisir. eh ben non, ça sera une surprise. J'aime bien les surprises parce que ça aussi c'est important. Peut-être tu l'a dit, hein. C'est-à-dire que dans une leçon de PS, il faut toujours qu'il y ait une petite nouveauté, une petite curiosité. Pas que tout soit nouveau, tout soit curieux parce que sinon ça déstabilise les gamins. Il faut un bon socle d'habitude pour que ça roule et en même temps, tac, il faut une petite étincelle encore. Et ben là, il y a une petite étincelle, un petit truc surprise. Voilà. Ok, super. Bon, on va s'arrêter là, hein, Serge, même si on pourrait encore discuter longtemps. Là, on Ah est bah affreux, si tu me parles d'éducation et de rugby, on ouais, on peut. pourrait y passer la journée, je me doute. Là, on est déjà un peu plus d'une demi-heure, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Tu nous as partagé plein de choses. Donc, je voulais vraiment te remercier par rapport à ça, pour tout ce partage de contenu aujourd'hui, et te souhaiter aussi une bonne continuation dans tous tes projets professionnels et personnels aussi à venir. Ah, écoute, merci beaucoup. J'étais très content par ton intermédiaire de rentrer en contact avec plein de collègues EPS que je verrai sans doute jamais. Hein, voilà, et c'est ce qui manque quand même. Hein. Souvent, on est dans notre petit bassin, là, les formations professionnelles, on se retrouve, l'inspecteur il réunit une dizaine de gens ou des trucs pour des grandes messes, on n'a pas le temps de se voir. Moi, c'est ce qui manque par rapport à il y a une trentaine d'années. On était beaucoup plus en contact les uns avec les autres, ça se brassait beaucoup plus. Et voilà. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une super bonne année à tous, une année scolaire qui va certainement être difficile. Hein, donc, distanciation sociale, Covid, voilà, je ne sais pas comment vous allez faire. Je sais que les profs de PS sont des artisans de génie, trouvent toujours plein de petites solutions. C'est un métier où les gens sont très très ingénieux et on va trouver des solutions, mais je pense que ça va être difficile. Donc, je vous souhaite quand même bon courage à tous et prenez soin de vous surtout. Voilà. Ouais. On va s'adapter, hein, j'en doute pas. Les professeurs de PS sont bons pour ça. Ils savent en général s'adapter à presque toutes les situations. Voilà. D'accord, merci à toi Serge. Et moi avec ma communauté, donc on va se retrouver bientôt pour une nouvelle interview avec un nouvel invité. Surprise aussi, je n'en dis pas plus. Hein, comme tu aimes bien les surprises, j'aime bien aussi moi les surprises. Très beau. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo avec Serge si elle vous a plu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Allez, au revoir. Ciao. Ciao.